retour en France, je tombe sur un chantier hydraulique qui me rappelle fortement le forage de Bamako. Même genre de travail, même effort. La grande différence, ces infrastructures sont là depuis très longtemps. Est-ce que vous savez depuis quand existe ce forage ici? Alors ça, c'est une bonne question. Je ne veux pas dire de conneries. C'est 1914 le forage. Ouais, mais depuis, il est exploité depuis quelle année? Il y a eu la guerre déjà, donc je ne comprends pas. T'es sûr que c'est de 1914? Voilà, j'ai vu sur le papier, il était... Ouais, la nappe phréatique, mais pas le fourrage par lui-même. Si, le puits a été fait en 14. Le puits a été fait... Bon, ok. J'ai vu sur le papier, après... D'accord. Donc Donc le puits a été fourré en 1914. Et donc depuis cette date, on exploite la nappe phréatique. Il y a 100 ans, des porteurs d'eau se baladaient par ici. Une petite éternité. Aujourd'hui, plus personne n'y pense. Ni à ces tuyaux qui nous alimentent en eau potable, ni au miracle quotidien de voir nos robinets couler. À la fin de mes enquêtes, je ne cherche plus de crise d'eau aiguë. Que peut-on apprendre sur l'eau dans un endroit où tout semble fonctionner? Je suis venu au paradis de l'eau, dans le Nord-Pas-de-Calais. Le territoire est traversé par toutes sortes de cours d'eau. La terre en est imbibée. Rien ne manque, ni infrastructure, ni moyens techniques ou financiers. Tout va bien, sauf ce petit détail. Ces eaux de surface sont certes abondantes, mais difficiles et trop coûteuses à rendre potables. Les eaux domestiques proviennent des sous-sols. Ici comme ailleurs, elles sont très inégalement réparties. C'est le problème que partagent les deux principales agglomérations de la région, Dunkerque et Saint-Omer. La ville de Dunkerque, centre industriel important, ne possède pas la moindre goutte d'eau douce dans ses sous-sols. Le maire me donne rendez-vous sur un 3-mâts solidement ancré au centre-ville. Nous sommes sur un territoire qui a été historiquement conquis sur la mer. Nous avons peu d'eau potable, d'où la nécessité de trouver des accords avec des endroits où il y a des réserves d'eau pour pouvoir amener l'eau potable jusqu'à l'agglomération dunkerquoise. Alors c'est une histoire ancienne, hein. Il y a 120 ans qu'a été fait le premier forage dans l'Audomarois susceptible d'alimenter en partie l'agglomération dunkerquoise. Et depuis les années 60-70, avec un syndicat que nous avions mis au point, puis avec la communauté urbaine aussi, on a fait qu'accroître notre liaison entre l'Audomarois qui a 7 réserves d'eau et le Dunkerquois qui a des besoins à hauteur d'une agglomération d'un peu plus de 200 000 habitants. À 40 km de là, la région de Saint-Omer, l'Audomarois, est considérée comme un véritable château d'eau naturel. Comment perçoit-on ici le partage de la ressource locale? J'arrive chez Guy, où l'eau jaillit naturellement du sous-sol. Guy cultive une drôle de plante, le cresson, une particularité de la région. On a l'avantage de se trouver au pied des collines d'Artois, donc c'est le paysage spécifique à la région, ce qui permet d'avoir une pression dans le sous-sol. Et le fait de creuser dans la nappe phréatique, la pression est suffisante et elle permet de remonter l'eau à la surface. C'est cette eau qui sort naturellement donc de ce puits artésien et qui nous permet d'alimenter cette cressonnière. La plante a besoin d'un volume d'eau plus important en période hivernale pour protéger naturellement le cresson, parce que le cresson est quand même une plante naturelle, on l'immerge. Donc là, on a vraiment besoin de faire monter le niveau d'eau pour le protéger. Alors le débit du puits artésien, bien entendu, est au maximum. Et au bout du bassin, vous avez une petite écluse et sur laquelle on met des planchettes pour faire monter justement ce niveau d'eau. Le premier avantage de cette sorte de salade est qu'elle pousse hiver comme été, ce qui profite aux cultivateurs. Son deuxième atout leur pose problème. Le cresson est un indicateur sans faille d'une qualité d'eau. Excellent. Bon, donc automatiquement, quand on est repéré un peu avec une qualité d'eau de ce genre, on attire automatiquement des convoitises. Et des convoitises qui ne sont pas bonnes pour nous, étant donné que ce sera pour installer des captages à proximité d'une zone tressicole. C'est vrai qu'on est des proies faciles parce que quand ils arrivent, ils savent qu'automatiquement il y aura de l'eau. Ils n'ont plus à la chercher. Ils, ce ne sont pas les amateurs de soupe au cresson, mais plutôt les agglomérations et les industries agroalimentaires comme Bonduelle ou Coca-Cola, dont l'usine se trouve à Dunkerque.
Tous cherchent de l'eau de qualité et la pompent avidement. Si les besoins pour les populations ou les industriels sont importants, je dirais que de là, nous, on ne peut pas faire face. Dès que la pompe commence à tourner à des volumes importants, automatiquement, on a une baisse. Et faire chuter le niveau de quelques centimètres en période hivernale, ça veut dire que le Cresson n'est plus à l'abri et automatiquement, le coup de gel, il est pour nous. Et de ça, je dirais que c'est l'éternel combat entre une exploitation cressicole et une installation, un captage d'eau, je dirais, à côté de nos cressonnières, tout simplement. Faut-il accepter cette injustice faite aux cressiculteurs? Quelle est la position de la très neutre agence de l'eau régionale? Quand vous avez le choix entre alimenter des centaines de milliers d'habitants en eau potable qui n'ont pas d'autre alimentation, puis vous avez un problème avec une cressonnière, bon, c'est assez facile d'indemniser la cressonnière. Vous ne pouvez pas avoir une activité durable avec une consommation de 700 000 mètres cubes d'eau par an pour un emploi. Ce n'est pas vrai, c'est très au-delà de ce qui se fait dans l'industrie où on est 100 fois moins, même pour des industries dites consommatrices. Et le cresson, ça génère tellement peu de revenus que même le fait de pomper, ça ne payerait même pas l'énergie de pompage. Donc ça ne valorise pas assez une eau souterraine d'excellente qualité qui est destinée naturellement à d'autres usages. Donc pour moi, il n'y a pas de problème de cressonnière. Intérêt collectif contre salade anachronique. Le combat est inégal. Guy et son cresson auront du mal à résister à la pression. La valorisation de l'eau est le nerf de la guerre. Du côté de Saint-Omer, elle est devenue un argument central, même pour Guy. Le grand problème, c'est qu'à chaque fois, cette eau part toujours. On n'est pas des racistes ni des sectaires, mais on voudrait bien quand même que certaines industries restent à proximité dans notre zone. À chaque fois, cette eau, c'est toujours pour l'envoyer à l'extérieur. Donc, on se demande si vraiment, parfois, nos administrés, nos administrateurs même savent exploiter un peu la richesse qu'ils ont sous leurs pieds, tout simplement. Jusqu'où peuvent aller les tensions entre les deux villes? Peut-on craindre une guerre de l'eau? Je ne parle pas en termes de guerre de l'eau. Je veux dire, tout le monde doit réfléchir à de l'interterritorialité, je crois, la plus intelligente possible. Regardez, si je restais sur une vocation très localisée, qu'est-ce qu'on va faire à l'égard de la Belgique? La Flandre belge, qui est voisine, au-delà de la frontière, la Flandre belge a peu de ressources en eau. Je crois que vous avez déjà regardé le problème. Il y a des échanges qui se font, il y a des ventes d'eau qui se font du territoire du Nord-Pas-de-Calais en Flandre belge. Donc nous ne pouvons pas nous arrêter à telle ou telle limite. Si on part du principe que l'eau est un bien commun, essayons de faire en sorte de le mettre en valeur le mieux possible. C'est justement le statut de bien commun qui rend toute vente d'eau très problématique. L'eau est-elle une marchandise comme une autre? La question est d'autant plus épineuse que le marché s'internationalise. Je suis à la frontière franco-belge pour rencontrer Paul Raoult. Il dirige un service intercommunal de l'eau. Depuis quelques années, il vend de l'eau de la région Nord-Pas-de-Calais à la Belgique voisine. Nous leur livrons de 1,5 million à 2,5 millions de mètres cubes d'eau chaque année. Et en particulier, évidemment, lorsqu'il y a affluence de touristes sur le littoral. Cet accord commercial, c'est vrai qu'il a soulevé pas mal d'émotions au niveau des instances politiques. J'ai eu quelques récriminations, même de la part du gouvernement de l'époque, qui ne souhaitait pas que cet accord soit signé. Finalement, nous avons obtenu gain de cause devant les instances de notre justice et du tribunal administratif. Il n'empêche que le fond du problème n'est pas toujours réglé, que ce soit au niveau législatif français qu'au niveau de la législation européenne. En fait, c'est illégal dans le sens où il n'y a pas de loi. Oui, on a plus bénéficié finalement du fait que il n'y a pas eu de législation qui autorisait ou qui interdisait. Et nous avons considéré que ce qui n'était pas interdit était autorisé. Mais la législation à ce niveau-là, au niveau de la jurisprudence, a plutôt évolué. Et c'est plutôt maintenant ce qui n'est pas autorisé qui est interdit.
bref, un véritable vide juridique entoure la question de la vente d'eau au-delà des frontières. Pour mieux gérer ces questions, l'Union européenne s'est dotée d'institutions appropriées. À Anvers, la Commission internationale de l'ESCO administre une zone qui comprend les 3 pays traversés par le fleuve Escaut, la Belgique, les Pays-Bas et le nord de la France. Avant, l'eau était quelque chose qui séparait. Ça peut être le cas si c'est maltraité, mais ça peut être aussi un facteur de regroupement, un facteur de paix. Et donc, c'est ce qu'on peut souhaiter ici. Et c'est un petit peu notre boulot, quoi. Une commission internationale, c'est ceci. Des salles de réunion, des gens qui discutent. Dotés de 2 langues et d'un traducteur, 3 pays se réunissent autour de toutes les eaux. Côtières, fluviales, potables, marécageuses, industrielles, usées. Il s'agit de résoudre le problème actuel, prévoir ceux du futur, mais surtout d'apprendre à travailler ensemble. D'office un autre type de travail et essayer d'obtenir... Même si l'Europe veut harmoniser, ça semble très facile de se coordonner, mais en fait, quand on a un grand historique et qu'il faut changer de méthode, ça veut dire qu'on perd cet historique, on perd tout ce qu'on a acquis. Les Pays-Bas, la France, même la Belgique, ont une culture de l'eau très très forte, mais qui n'est pas la même. Et même pour la température de l'eau, par exemple, certains la mesuraient sur les rives, d'autres au milieu à partir d'un pont, d'autres au fond. Et donc, il y a des approches différentes, des cultures différentes. Et donc, notre travail, le travail ici, bon, c'est de se mettre ensemble, trouver des ponts entre les uns et les autres, pas forcément harmoniser pour pas que chacun perde son passé et son historique, mais essayer de trouver des ponts qui permettent de passer de l'un à l'autre, de comprendre la situation et donc d'arriver à trouver des solutions qui, s'ils ne sont pas trouvées, seront des conflits et donc des risques vraiment importants, bon, de problèmes dans le futur et qui ne font qu'augmenter avec les changements climatiques. Il n'y avait même pas d'accord pour savoir ce qu'il y avait. Même dans une région à l'abri du manque, l'équilibre reste fragile.